Bienvenue à votre magazine Le Point. Comment va le pays? C'est la question que nous nous posons tous les jours. Nous allons la poser à Toussaint Mangala, président de la commission PAJ de Force Grise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Force Grise, c'est une branche spécialisée de l'UDPS ou c'est une entité extérieure qui est un allié de l'UDPS? Merci de la question, monsieur le journaliste. Mais avant toute chose, permettez-moi de pouvoir m'acquitter d'un devoir civique, celui de pouvoir vous présenter les remerciements au nom et pour le compte de la Force Grise d'UDPS. Je relève que c'est une première participation à cette émission. J'espère que ça ne sera pas non plus la toute dernière. Ceci étant, j'en viens à votre question, celle relative à l'essence même de la Force Grise d'UDPS. Ce qu'il faut dire, c'est que la Force Grise d'UDPS, c'est un mouvement associatif des droits congolais, regorgeant en son sein des jeunes professionnels congolais, issus de divers horizons professionnels, essentiellement du secteur privé, l'avocature, les télécommunications, l'assurance, les banques, et j'en passe. Et aussi du secteur public, notamment le marché public, ainsi que les autres domaines relatifs à la chose publique en fait. C'est ça qui constitue la Force Grise d'UDPS. Donc s'il faut résumer en deux, en termes d'émanation, la Force Grise d'UDPS, c'est essentiellement les secteurs privés ainsi que les secteurs publics. Mais politiquement parlant, la Force Grise d'UDPS, elle est l'UDPS. C'est en fait l'émanation de l'UDPS que nous sommes, nous autres, la Force Grise d'UDPS. Lorsque vous analysez les statuts de l'UDPS, vous allez y constater que ceux-ci prévoient un mécanisme d'affiliation de ce qu'on appelle le mouvement associatif par les différentes structures qui composent et organisent l'UDPS. Il y a là des structures telles que la Ligue des jeunes, mais nous autres, la Force Grise d'UDPS, nous nous sommes affiliés à notre parti politique, l'UDPS, à travers la structure appelée l'école du parti, autrement appelée l'école en Clément Kenda Mpinga. Le choix qui a été porté sur cette structure, c'est qu'elle a pour mission statutaire au niveau du parti UDPS de pouvoir veiller à l'éducation citoyenne, civique et politique de la masse ouvrière et paysanne dans divers domaines de la vie sociétale. Et cela cadre en fait avec les missions ou les objectifs poursuivis par nos autres Forces Grises d'UDPS. Puisque je vous ai dit que nous sommes une jeunesse professionnelle, nous sommes donc dotés d'une expertise certaine, d'une expérience professionnelle avérée, susceptible de nous permettre de pouvoir produire l'intelligence sous forme de projets, sous forme de propositions, sous forme de réflexions scientifiques et intellectuelles à mettre à la disposition de notre parti politique, l'UDPS, ainsi que de ceux de nôtres qui se trouvent dans les institutions de la République en vue de leur permettre de traduire en mieux les projets de société de l'UDPS. Oui, mais justement, ce qui me préoccupe, c'est un peu la relation que vous avez avec l'UDPS, parce qu'on sait que ce parti est allergique à tout ce qui peut être comme une réplique de lui-même. Je me rappelle qu'il y a un haut cadre de l'UDPS à qui on avait reproché d'entretenir un mouvement de soutien, quelque chose comme ça. Et ça avait fait grincer des dents à l'époque. Alors, vous êtes une entité extérieure parce que vous existez statutairement. Donc, en fait, vous avez vos statuts, vous êtes une personne morale. Alors,
on ne vous retrouve pas parmi les alliés de l'UDPS, mais vous vous revendiquez comme étant une structure spécialisée au sein de l'UDPS alors que vous existez légalement différemment de l'UDPS. Merci de la question, monsieur le journaliste. Il faudrait dire à ce stade déjà que nous ne sommes pas des alliés de l'UDPS. Nous sommes des Vous auriez dû être peut-être. Nous sommes de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes la jeunesse de l'UDPS. La jeunesse de l'UDPS, elle est essentiellement organisée au niveau de ce qu'on appelle Ligue des jeunes de l'UDPS. Il y a des conditions requises pour être membre de l'UDPS au niveau de sa Ligue des jeunes. Il y a les conditions des fonds ainsi que des conditions des formes. Parmi ces conditions, il faudrait être congolais, ensuite être membre de l'UDPS et puis être jeune. C'est-à-dire, la jeunesse, elle est entendue au niveau de nos statuts comme étant cette tranche d'âge comprise entre 18 et 35 ans. C'est ce qu'on appelle jeunesse au niveau de l'UDPS. Maintenant, nous, étant jeunes, nous sommes d'office membres de la Ligue des jeunes au sein de l'UDPS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez en fait la problématique relative au fonctionnement même de nos ligues des jeunes, de nos partis politiques ici en République démocratique du Congo. En commençant par les impairs, en passant par les derniers partis États, celui qui venait d'être déboulonné, ainsi qu'au niveau de l'UDPS, vous allez voir que les ligues des jeunes ont souvent été des matières à réflexion. Ayant compris la chose, qu'est-ce que nous nous sommes dit, nous, la jeunesse de l'UDPS? Des matières à réflexion, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de moyens, parce qu'elles sont manipulées, pourquoi? Généralement, le constat, c'est que les ligues des jeunes de nos partis politiques ont souvent été utilisées que pour porter les revendications politiques. Lorsqu'il s'agit de porter une revendication donnée, les ligues des jeunes deviennent des remparts. Mais lorsque maintenant les revendications deviennent acquises et que la conquête du pouvoir elle est au rendez-vous, on contente les ligues des jeunes que par un poste au niveau du gouvernement, les postes relatifs à la jeunesse pour les entretenir et pour les contenir. Alors donc c'est ce que ne fait pas Force Grise qui veut avoir ce qui lui revient. La nouvelle donne avec Force Grise, c'est que nous sommes de l'UDPS, nous avions mené le militantisme traditionnel au niveau de notre parti politique, 37 ans de lutte au sein de l'opposition. Nous, qui sommes devenus aujourd'hui Force Grise d'UDPS, nous avions mené le militantisme ordinaire. Nous avions participé à toutes les activités de notre parti politique. Nous avions été parmi ceux-là qui ont participé aux différents mouvements de résistance organisés par notre parti politique pour faire face à ces différents régimes dictatoriaux et caporalistes qui se sont succédés dans ces pays. Alors, ayant compris que l'UDPS était en train d'arriver au pouvoir, en 2018 déjà, nous avons mis sur pied un cadre susceptible de nous permettre de quitter ces militantismes ordinaires et traditionnels à un militantisme productif, un militantisme gagnant. C'est-à-dire que la jeunesse ne devrait plus se contenter d'être utilisée seulement au moment opportun, lorsqu'il y a des revendications politiques, mais être à même à réfléchir et trouver des voies et moyens de pouvoir résolver les problèmes de la population. Tel que vous le connaissez, monsieur le journaliste, vous savez que l'UDPS a vendu dans ces pays un projet de société durant 37 ans de pouvoir que nous avions passé là-dedans. Et notre projet de société a comme soubassement sur le plan juridique la maxime instauration de l'état de droit. Et sur le plan social, c'est le peuple d'abord. L'UDPS étant un parti de gauche, c'est-à-dire un parti ayant pour valeur idéologique la social-démocratie, se voudrait être ce parti qui doit réaliser tout ce qu'il a promis à ce peuple congolais pendant 18 ans. Et nous, la Force Grise d'UDPS, nous sommes à même, en termes de l'expertise qui est la nôtre, en termes de l'expérience professionnelle qui est la nôtre, nous sommes à même de pouvoir mettre sur pied des projets, des idées, des propositions, à même de pouvoir aider ceux de nôtres qui sont au gouvernement à pouvoir traduire en actes, en fait, les projets de société de l'UDPS conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si je résume, Force Grise serait un peu
ces combattants plutôt bon chic, bon genre, qui n'a pas envie de faire les pavés, la rue, et qui fait maintenant ses propositions bien au frais dans un salon. Bon chic, bon genre, ce sont vos propos. Je les concède, même si je ne vous les fais pas dire. C'est que cette jeunesse que vous voulez qualifier de bon chic, bon genre, a été dans la rue avec l'UDPS pendant 37 ans. La plupart d'entre nous ont un militantisme qui va au-delà de 10 ans. Les combats de l'alternance qui a été mené dans ces pays par l'ensemble de la jeunesse congolaise, au niveau de la force grise, la plupart d'entre nous portent les stigmates, n'est-ce pas, de ces combats de l'UDPS pour que dans ces pays, M. Kabila ne puisse pas faire passer la loi électorale conditionnant les recensements, qu'il ne puisse pas se représenter en termes de troisième candidature, qu'il ne puisse pas manipuler la constitution congolaise en vue de s'éterniser au pouvoir, qu'il puisse organiser les élections présidentielles, même si c'était hors délai. Mais nous autres, nous avions été dans la rue aux côtés de l'Église catholique, ainsi que nos autres amis de la société civile, notamment Rossi Mukendi, pour qui nous avons une pensée pieuse, ainsi que les autres avec qui nous avons mené ces combats. Et donc, la jeunesse que vous voulez qualifier de bon chic, bon genre, a été dans la rue avec l'UDPS. La question, c'est laquelle? C'est que nous étions dans l'opposition, mais maintenant que nous sommes au pouvoir, l'UDPS est au pouvoir, il fallait que cette jeunesse de l'UDPS puisse connaître une mutation, se comporter comme étant un parti au pouvoir et sa jeunesse aussi comme étant celle du parti de gouvernance. Mais je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse de l'UDPS peut se prévaloir d'avoir un ministre dans le gouvernement sortant, le gouvernement Ilunkamba, en l'occurrence, le président même de la Ligue des jeunes, Yves Bonkoulou, ministre du tourisme. Et donc, je pense que Force Grise peut être tranquille maintenant. Anyway, ce qu'il faudrait dire à ce stade, c'est que c'est déjà un bon pas, le fait d'avoir le président de la Ligue des jeunes, de l'UDPS, qui se trouve être ministre au gouvernement. Mais ce n'est pas ça le combat de la Force Grise d'UDPS. C'est quoi alors? Je vous ai dit que chez nous, nous voulons participer à la conception des idées, des projets, des propositions que nous allons mettre à la disposition de notre parti politique, que nous allons mettre à la disposition de ceux de notre qui sont au gouvernement, afin de traduire en acte les projets de société de l'UDPS. Ça veut dire qu'au niveau de la Force Grise d'UDPS, que nous soyons au gouvernement, que nous ne soyons pas au gouvernement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce qui nous concerne, c'est que nous soyons une structure technique du parti présidentiel qui conçoit des idées susceptibles de permettre à ce que notre parti politique puisse s'épanouir, qui permettent à ce que la République démocratique du Congo se retrouve, parce que si jamais le projet de société de l'UDPS est appliqué, c'est finalement le bonheur du peuple congolais que nous allons connaître. Mais vous êtes sans ignorer que le président de la République, président de l'UDPS, est aux affaires depuis presque 3 ans maintenant. Qu'est-ce que vous avez eu à proposer de manière concrète? Déjà, à ce stade, j'aurais voulu, avant de revenir sur votre question, oui, préciser une chose, c'est que la démarcation qui se dégage entre la Ligue des jeunes de l'UDPS ainsi que la Force Grise, c'est que les deux structures, que ce soit l'une ou l'autre, ne sont pas en contradiction. Ça devrait être noté. Deuxièmement, ces deux structures, elles sont plutôt complémentaires. Lorsque vous analysez les conditions d'adhésion au niveau de la Ligue des jeunes, je vous ai dit qu'il fallait être congolais, qu'il fallait être de l'UDPS, qu'il fallait être jeune. Au niveau de la Force Grise d'UDPS, au-delà de ces conditions liées... Il faut avoir un travail. Au-delà de ces conditions liées aux facteurs que je viens d'énumérer, l'âge, être de l'UDPS, être congolais, la Force Grise va au-delà de ces conditions. Il y a ce qu'on appelle les conditions sine qua non. C'est-à-dire quoi? Il faudrait être congolais, il faudrait être de l'UDPS, il faudrait se retrouver dans la tranche de la jeunesse, il faudrait, quatrièmement, ça c'est au niveau de la Force Grise, il faudrait être professionnel. C'est-à-dire avoir un travail c'est-à-dire rémunéré. exercer une profession quelconque. Oui. Cinquième... Ce qui n'est pas le cas de la majorité des
combattants et parlementaires debout. Hein, ça, c'est vous qui le dites. Qui, Cinquième condition, c'est que l'éclair de leur temps devant... Cinquième condition, c'est que au niveau de la force grise, nous exigeons assez que l'adhérent ou l'aspirant adhérent au niveau de la force grise d'EPES puisse avoir ce qu'on appelle l'expertise certaine. Et cette expertise certaine, elle est palpable par les faits de la détention, par la présomption de détention d'un diplôme d'études supérieures. Ah mais vous mettez la barre là-bas. Hein. Ensuite, la dernière condition, c'est que votre demande doit être parrainée par un membre de la force grise d'EPES. C'est que vous comprenez que ce sont là... C'est un groupe élitiste, donc vous excluez la substance même de la jeunesse. Ce n'est pas une exclusion, d'autant plus qu'il y a déjà la Ligue des jeunes qui reprend tout le monde. Je vous ai dit que, étant jeune, nous sommes d'office membres de la Ligue des jeunes. La crème de la Ligue des jeunes. Mais maintenant, nous avons mis sur pied plutôt, une structure qui est susceptible d'apporter un apport de nature à pouvoir aider notre parti politique ainsi que ceux de notre qui sont au gouvernement à pouvoir matérialiser le projet société. Oui, moi ce qui m'a frappé un peu, c'est, j'ai parlé de l'élitisme. Quand vous parlez de la social-démocratie, mais en écoutant, en suivant la substance de la force grise, on dirait plutôt que idéologiquement, vous vous retrouvez à l'opposé de la social-démocratie. Vous êtes plutôt capitaliste, je pense bien. Hein? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous sommes bel et bien un parti de gauche. Nous sommes... Parce que tous les éléments que vous mettez, ces éléments de discrimination que vous mettez dans la sélection des vôtres, concourent à créer une sorte de caste fermée, très très sélectif, où on n'accède pas les premiers combattants qui veulent, quoi. Non, le fait de ne pas se retrouver au sein de la force grise d'EPES n'enlève en rien la qualité des membres de l'UDPS à certains d'entre nous qui se trouvent au niveau de la Ligue des jeunes, puisque nous sommes tous de l'UDPS et tous de la Ligue des jeunes, mais chez nous, il y a une mutation qui a été faite en prenant en compte les statuts actuels de l'UDPS, c'est-à-dire un parti de gouvernance. La gouvernance voudrait dire qu'il faudrait une expertise à même de pouvoir diriger les pays. On ne va pas diriger les pays en se retrouvant dans la rue. Je vous le concède. J'ai beaucoup de respect pour... Je vous le concède. Mais ma question, j'ai d'ailleurs une deuxième question, en attendant qu'on aille peut-être sur l'actualité. Ma question, c'était, eh bien, ce n'est pas hier que le président de la République est aux affaires. Et donc, qu'est-ce que vous avez déjà eu à proposer? Merci. Par rapport à cette question, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Oui. C'est que les 2 ans de la mandature du président Tshisekedi sur les quinquennats qui s'étend sur 5 ans a connu des blocages, en fait. Voyez-vous, il y a eu cette coalition FCC-Cash qui a montré ses limites. Le président de la République, dans son discours de 6 minutes, il a en fait relevé les différentes failles à mettre à charge de cette coalition FCC-Cash qui, au lieu de travailler au nom et pour le compte de l'intérêt supérieur de la nation, notamment la population, les politiques se sont plus neutralisés pour besoin de positionnement politique, pour besoin des intérêts individualistes, égoïstes et partisans. C'est ainsi que, au niveau de la force grise, des projets qui ont été conçus et amenés auprès de qui des droits, certains sont restés lettres mortes, tout simplement parce que nous étions dans cette configuration de cacophonie où les gens ne voudraient pas que les réalisations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, puissent avoir un impact visible sur la population, de peur que lors des élections présidentielles, qu'il puisse se faire élire sans problème. Maintenant que tout ça est derrière nous, tous ces projets conçus par l'éminence grise de la force grise seront toujours réactualisés et on pense que d'ici la fin du quinquennat en cours, certains projets à court et à moyen terme pourraient naturellement être exécutés. Bon, j'espère qu'un de ces jours, vous nous ferez part de manière plus claire de l'un de ces projets. Au moins, ça pourra nous permettre d'apprécier la pertinence de vos propositions. Exact. Mais en attendant,
Juste une question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce qu'on devrait considérer comme une sorte de jauge de l'impact social de la politique du chef de l'État? Est-ce qu'on devrait considérer la présence des combattants au siège de l'UDPS et à d'autres lieux identifiés comme Parlement debout comme étant un échec de sa politique en matière sociale? Parce que tous ces jeunes qui viennent, qui ont combattu, comme vous dites, depuis 37 ans, c'est vrai, ceux qui ont combattu depuis 37 ans ne sont plus jeunes aujourd'hui. Exact. Mais quand même, tous, ils aspirent aussi au bien-être. On ne va quand même pas arriver jusqu'au bout de ces quinquennats et le trouver toujours en train de venir faire les pieds des grues devant le siège du parti, de l'UDPS et dans les différents parlements debout, sans travail, sans occupation. Ça voudrait dire que si, d'ici là, ils sont toujours présents, le président de la République aura quand même échoué une bonne partie de son mandat. Non, ça je ne vous le faites pas dire, messieurs les journalistes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'UDPS est un parti politique des masses. C'est un parti des masses. Ce n'est que logique qu'il y ait toujours au niveau de notre siège, ainsi que dans certains de nos parlements debout, cette effervescence de nos militants qui viennent en fait pour partager sur les questions essentielles de notre pays, ainsi que celles relatives au fonctionnement et à l'organisation de notre parti politique. C'est-à-dire que l'UDPS au pouvoir, nous n'avions jamais accédé au pouvoir pour donner du travail essentiellement aux militants de l'UDPS. Mais pourquoi pas? Non, non. L'UDPS au pouvoir, c'est pour satisfaire les conditions sociales de toute la population congolaise. Mais à quoi bon ce militantisme si après ça ne réjaillit pas sur eux aussi? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'UDPS va créer les conditions, alors que nous sommes au pouvoir, nous allons créer les conditions à ce qu'il puisse y avoir les emplois, et ces emplois-là seront compétitifs pour tous les Congolais. Instaurer un système selon lequel il faudrait privilégier nos amis de l'UDPS qui ont combattu avec nous pour leur donner de l'embauche, ça serait une discrimination. Et vous aurez besoin d'eux aux prochaines élections. À ce moment-là, ils vont vous rappeler les 5 ans passés qui n'ont eu aucun impact positif sur eux. Les chefs de l'État, dès lors qu'il a été élu par le peuple congolais, que ce soit ceux-là qui ne l'ont pas élu et ceux qui l'ont élu, il devient chef de tout le monde. Ça veut dire que la politique qu'il est en train de mener, conformément à sa vision, est celle de pouvoir créer des conditions de vie sociétales meilleures pour que chaque fils et chaque fille de la République démocratique du Congo puissent s'épanouir, et non seulement les militants de l'UDPS. Et donc, par rapport à votre question, attendons voir d'ici la fin de la mandature, vous verrez que nous allons mettre sur pied les conditions qui feront que ces pays, la République démocratique du Congo, dans certains pays, dans certains secteurs, nous allons créer des emplois de masse qui vont permettre à ceux que, et des Congolais qui sont des LCD, qui sont du PPRD et d'autres partis politiques de la République démocratique du Congo, ceux de la société civile, et même ceux-là qui ne s'intéressent pas à la politique, puissent trouver les conditions de se trouver un emploi et puis subvenir à leurs propres besoins ainsi que ceux de leur famille. Parlons élection parce qu'on l'a évoqué, on rebondit simplement sur l'actualité. Vous ne m'avez pas posé la question sur les fonctionnements même internes au niveau de la force grise. Peut-être que je pourrais y revenir plus tard. Oui, sinon, oui, vous pourrez y revenir plus tard. D'ailleurs, je pense qu'on a compris ce que c'est que la force grise, mais ce que j'essaie peut-être de faire valoir, c'est, à défaut de nous avoir présenté un projet, on va apprécier, vous, membres de la force grise, sur votre lecture de l'actualité. Revenons avant même les élections. Revenons. Aujourd'hui, on peut considérer que le président de la République sera désormais totalement responsable de son bilan. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'empêcheurs de bien gérer en rond, parce qu'il a mis hors jeu son partenaire, le FCC. Écoutez, celui qui a été élu lors des élections de 2018, c'est un seul président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans une situation où, pour privilégier, n'est-ce pas, la stabilité des institutions de la République, à défaut d'avoir une majorité parlementaire lui acquise dès le départ, les chefs de l'État étaient dans une situation de pouvoir coalisé
avec son prédécesseur. C'est ainsi que nous avons pu mettre sur pied la fameuse coalition des tristes mémoires, la coalition FCC-CACH. Et malheureusement, la suite des événements nous a montré que c'était une erreur politique de notre part d'avoir été dans cette coalition de bonne foi alors que nos partenaires ne l'étaient pas. Ceci étant, aujourd'hui les choses ont évolué, le chef de l'État en a appelé à l'union sacrée de la République au vu de la situation sociale devenue intenable et chaotique. Au moment où nous passons cette émission, à l'est du Congo, il y a des Congolaises et des Congolais qui sont en train d'être tués du jour au lendemain. Nos femmes, nos sœurs, nos enfants sont violés, tués dans des conditions exécrables. Sans que les FCC soient aux affaires, heureusement. Ça, c'est inacceptable. Le chef de l'État ayant pris la mesure de la situation politique a appelé le peuple congolais à l'union sacrée. L'union sacrée, entendue au niveau de la force grise, comme étant une nouvelle dynamique de gestion de la chose publique fondée sur des valeurs républicaines, notamment la bonne gouvernance, notamment la redevabilité, surtout ça, notamment la transparence dans la gestion de la chose publique et la gestion rationnelle et rationalisée des ressources publiques. C'est ce que le chef de l'État a pu demander à la classe politique. Et les politiques, ayant compris ce message, ils lui ont rejoint. C'est ainsi qu'il y a union sacrée autour de la question de l'insécurité à l'est du Congo, ainsi que dans les Katanga, où ces milices des Batakatanga, devenues finalement des terroristes, continuent à semer la terreur. Le chef de l'État en a appelé à l'union sacrée de la République autour de la question relative aux réformes sectorielles qui devraient être opérées dans les secteurs des élections. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des innovations qui devraient être apportées sur la loi électorale, d'autant plus que la loi électorale en vigueur, elle est devenue obsolète. Ensuite, le chef de l'État en a appelé à l'union sacrée autour des renouvellements des animateurs de la CENI, puisque vous êtes sans ignorer que le processus de renouvellement qui a été amorcé dernièrement a pu aboutir sur une souris dans la mesure où il y a eu une cacophonie créée par certaines confessions religieuses. D'où le blocage du processus au niveau de la présidence qui était censée promulguer une ordonnance portant nomination des membres de la centrale électorale. Le chef de l'État en a appelé également à l'union sacrée de la République sur les questions relatives au social de la population congolaise. Vous savez, il y a des questions essentielles de la population qui n'ont jamais pu être prises en compte par les politiques, notamment l'eau, les courants, l'électricité, l'enseignement des bases. Il y a eu un début d'exécution de la gratuité de l'enseignement, malheureusement sabordé par certains fossoyeurs de la République. Heureusement qu'il s'est ouvert ces procès pour que l'on puisse rétablir les responsabilités des uns et des autres par rapport à cette question. Procès dit de l'EPST. Exact. Oui, mais bon, juste pour m'assurer que vous êtes en train de répondre à la question que je vous ai posée, en confirmant donc que le chef de l'État aujourd'hui est totalement responsable de ce qui va arriver et qu'il n'y aura pas de prétexte FCC. Mais je viens de vous parler du principe de la redevabilité. C'est-à-dire que celui à qui le peuple congolais a octroyé les mandats au niveau de la magistrature suprême, c'est bel et bien son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il en est conscient, c'est ainsi qu'il en a appelé à l'union sacrée de la République sur les questions essentielles touchant à la vie de la population. C'est dans ce contexte-là qu'il a mis sur pied l'union sacrée de la République et les politiques sont venus se greffer ayant manifesté cette volonté de pouvoir l'accompagner dans ces processus. Et je vous assure que l'union sacrée de la République qui vient de prendre corps va devoir travailler au nom et pour le compte de la population. Et ceux-là d'entre nous, au niveau de l'Union sacrée de la République, qui ne pourront pas exécuter le programme du chef de l'État comme il se doit, disposant de son stylo rouge, le chef de l'État va sanctionner et tirer les conséquences qui s'imposent. Oui, vous le dites si bien, c'est très bien habillé, mais pour certains, c'était juste une stratégie montée afin de pouvoir neutraliser un partenaire politique, en l'occurrence le FCC. Qu'à cela ne tienne, prenons cela comme vous le dites. Et aujourd'hui, vous avez évoqué une question qui
défrayer un peu la chronique à sa manière. C'est la question électorale. Est-ce qu'il y aura les élections en 2023? Écoutez, je ne suis pas membre de la CENI, je n'en suis pas le président, moins encore l'un de ses membres. Mais ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle des élections en République démocratique du Congo, il y a une structure compétente qui est habilitée à pouvoir mener à terme, de bout en bout, les processus électoraux. Mais la CENI a été phagocytée complètement, y compris même par l'UDPS, parce que aujourd'hui, l'UDPS semble être en porte-à-faux avec les évêques sur cette question. Mais vous savez qu'il n'y a pas fort longtemps, les évêques et l'UDPS avaient convolé en juste noces pour brouiller les cartes s'agissant de l'élection des membres de la CENI. Là, vous m'amenez directement à la déclaration de la CENCO, mais j'en suis encore au niveau de l'organe habilité à organiser les élections en République démocratique du Congo. Je vous disais tantôt qu'il s'agit de la centrale électorale, la Commission nationale électorale indépendante, la CENI en sigle. C'est elle seule qui est compétente pour organiser les élections. Et en termes des autres organes de l'État qui interviennent dans ce processus, vous avez les ministères de l'Intérieur, vous avez les ministères du Budget ainsi que le ministère des Finances. Donc l'UDPS en tant que parti politique, qui est un fait privé, n'a pas à interférer dans les affaires étatiques concernant l'organisation d'une élection qui revient à une structure bien identifiable au nom de la centrale électorale. Mais la présidence de la République a pris position et dans une forme de dissonance, la communication du président de la République a donné une position aux antipodes d'une autre position prise par le porte-parole du chef de l'État. Il y a anguille sous roche quand même. Non, non, écoutez, c'est que cette cacophonie, nous la condamnons, elle est d'autant plus malheureuse qu'inacceptable. Ce qu'il faudrait dire, c'est que la présidence de la République, c'est un service, c'est une structure de l'État à disposition du chef de l'État et il comprend au moins 13 services en fait au niveau de la présidence de la République. Vous avez l'IGF qui relève de l'institution président de la République, donc de la présidence. L'inspection générale des finances, donc l'IGF. Exactement. Vous avez l'ANER qui est sous l'autorité directe du président de la République, donc de la présidence de la République. Vous avez encore les journaux officiels qui relèvent de la présidence de la République. Et donc, parmi ces différents services au niveau de la présidence de la République, il y a également la presse présidentielle. À chaque fois que les différents services que je viens d'énumérer émettent des communiqués, cela n'engage pas directement les chefs de l'État. Et pourquoi donc, à chaque fois que la presse présidentielle fait un communiqué, c'est l'étoilé général parce qu'on pense que c'est la voix du chef de l'État. Eh bien, le chef de l'État est une institution de la République. Il a bel et bien un porte-parole. Lorsqu'il veut communiquer, il peut utiliser son porte-parole pour communiquer. Ne faites pas dire au président de la République, ne lui faites pas endosser des responsabilités qui ne sont pas siennes. Mais ne faites pas croire que la présidence, c'est la cour du roi Péto où chacun est libre de dire ce qu'il pense. Il doit y avoir quand même une discipline des corps. Exactement, je suis d'accord avec vous. C'est dans cette même logique que vous avez vu très rapidement même les porte-parole du président de la présidence de la République rectifier les tirs en vue de remettre les ponts sur les i. C'est ce qui a été fait. Alors, revenons quand même à la question qui se pose aujourd'hui de manière crue. C'est vrai, là on rentre un peu dans des conjectures, reprocher à l'UDPS, je veux dire à tous les camps présidentiels, de fomenter une révision de la Constitution. Vous avez évoqué ici, en passant, la nécessité de revoir la loi électorale. Évidemment, quand vous revoyez la loi électorale, vous êtes obligé aussi de toucher la Constitution. Donc, on projette une révision constitutionnelle qui peut déboucher sur un glissement et donc qui peut reporter à plus tard que 2023 les élections. Déjà, il faudrait reconnaître que ces mots-là, cette terminologie glissement, si vous analysez et parcourez la Constitution congolaise, vous allez constater qu'au niveau de l'article 70 de la Constitution,
il y a possibilité de pouvoir organiser les élections hors délai constitutionnel. Donc, ce n'est pas une fatalité. Si les conditions adéquates et nécessaires de pouvoir organiser les élections ne sont pas remplies, qu'on puisse connaître un petit rallonge pouvant permettre à la centrale électorale, hein, j'insiste, la question des élections ne relève pas de la compétence du président de la République. Si vous commencez à immixer le président de la République, ça veut dire que vous êtes en train de faire de lui un dictateur qui est à même de pouvoir faire tout en fait. Or, nous sommes au Congo, on ne va pas inventer la roue, on sait comment ça marche. Or, nous sommes en droit, c'est une question juridique, essentiellement juridique. La compétence en droit public est d'attribution. Donc ne faites pas donner, ne faites pas attribuer, ne faites pas octroyer des compétences au chef de l'État qui ne sont pas les siennes, sinon il serait passible de violation de la Constitution. À chaque fois qu'on va évoquer cette question relative aux élections, je pense que j'ai identifié les différentes structures qui devraient être mises en musique pour que nous ayons des élections dans ces pays. Pour votre gouvernement, j'avais cité la CENI, les ministères de l'Intérieur, des budgets, le ministère des Budgets, ainsi que les parlements congolais, puisqu'il y a des lois qui doivent être prises au niveau du Parlement. Alors, voilà. Aujourd'hui, on a un gouvernement en gestation. Je pense que ce n'est plus qu'une question de jours. Mais on dirait qu'il y a une forme de malaise au sein même des parties prenantes à ce gouvernement. Est-ce que le Premier ministre a été désigné par ensemble de Moïse Katumbi ou c'était un choix discrétionnaire du chef de l'État qui a mis Katumbi devant un fait accompli? Nous sommes dans la Constitution de la République, notamment l'article 78 qui prévoit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Ça, ce sont les principes qui gouvernent notre République et il s'agit d'un principe constitutionnel. Et donc, si le Premier ministre Sama Lukonde, qui je salue en passant, a été nommé par le président de la République comme étant Premier ministre de la République, c'était par rapport au fait que M. Sama Lukonde est issu de la majorité parlementaire. Nous ne sommes plus dans ce système où il y avait des autorités morales. À chaque fois que les chefs de l'État étaient appelés à prendre une décision majeure par rapport à la vie nationale, devraient se référer ou se concerter avec une certaine autorité morale. Cette époque, elle est révolue, monsieur le journaliste. Il faut oublier carrément, le Premier ministre Sama Lukonde relève bel et bien de l'Union sacrée de la République. C'est ce qui explique qu'il a été nommé chef du gouvernement. Mais maintenant, vous parlez du malaise qui serait déjà d'actualité au niveau de l'Union sacrée par rapport à la formation du gouvernement, mais je crois que c'est tout à fait logique. Cela voudrait dire tout simplement qu'au niveau de l'Union sacrée de la République, il y a la démocratie. Il n'y a pas les principes selon lesquels Magister Dixit, le maître a dit et tout le monde applaudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre qui a été élu, le chef de l'État lui a confié une mission qui est, à mon avis, assez lourde au vu de la situation générale de la République démocratique du Congo. Et donc, sur base de cette mission lui confiée par les chefs de l'État, le Premier ministre a dressé à ce niveau un portrait robot en termes de ceux-là qu'il voudrait voir comme membres du gouvernement de la République. Et en ce qui nous concerne, au niveau de la force grise d'épaisse, la question a été essentiellement traitée par la commission PAJ. Il s'en était ressorti que, à notre niveau, nous avons pensé qu'en termes de critères, il faudrait que la probité morale puisse être démise comme critère. Vous aviez fait vos propositions au Premier ministre? Il y a eu un mémo que la force grise d'épaisse a adressé à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et dans ces mémos, nous lui avons fait part de ce que nous entendons comme critères pour... Mais vous n'avez aucune revendication en termes des postes ministériels? Ce n'est pas ça le combat de la force grise d'épaisse. Ce qui nous concerne, c'est produire des idées à mettre à la disposition, je vous ai dit, de notre parti, ainsi que ceux qui sont au gouvernement, pour qu'ils puissent traduire en acte la volonté du chef de l'État. C'est ainsi que je vous disais qu'en termes de conditionnalités ou critères pour se retrouver au gouvernement, la force grise a parlé de la probité morale, elle a parlé de la compétence avérée, elle a parlé du fait que le futur ministre ne devrait pas être
ceux-là qui ont trempé dans les malversations financières ou ceux-là qui auraient violé en fait les droits de l'homme, etc. Et ceux-là devraient être des personnes qui doivent être disponibles à pouvoir rendre à la population congolaise des comptes. Et aussi une chose, il faudrait ajouter que au niveau de la force grise, toujours en termes de conditionnalité, il a été demandé au Premier ministre de pouvoir tenir compte de la géopolitique, cet équilibre géopolitique, ainsi que la question relative au genre. C'est une question qui est constitutionnelle. Lorsque vous parcourez la Constitution, notamment son article 14, il est prévu à ce que la junte féminine puisse avoir un quota en termes de participation dans les institutions de la République. Mais est-ce que le Premier ministre n'est pas encore en train de traîner les pieds? Le chef de l'État avait désigné un informateur qui avait déjà déblayé suffisamment les terrains, mais on a l'impression que le Premier ministre refait le travail. Ce n'est pas les mêmes entendements que nous avons au niveau de la force grise d'épaisse. En analysant la question, on a abouti sur la conclusion selon laquelle il est constitutionnel que le chef de l'État nomme un informateur qui a pour rôle de pouvoir identifier la majorité parlementaire. Ensuite, il est aussi constitutionnel que le Premier ministre, qui est chargé de composer la monture du gouvernement à soumettre au chef de l'État pour signature et promulgation, puisse faire son travail. Et donc, il faudrait qu'on laisse du temps à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'il fasse le travail qui est des sciences, c'est-à-dire... mais le temps, c'est ce qui manque dans ces pays, on en a passé. Hein. Il joue contre le président de la République parce qu'on est déjà à mi-mandat pratiquement. Hein, nous sommes en train de parler d'un gouvernement des missions. Un gouvernement qui a des missions spécifiques qui ont été définies par le chef de l'État lui-même lors du discours de 6 minutes, les fameux discours historiques. Ce sont des missions assez délicates confiées à ces gouvernements. Il est donc de bonne loi que le Premier ministre prenne son temps pour un casting qui serait susceptible de lui permettre de dénicher en fait des hommes compétents qui vont devoir relever les défis. Ok, alors... revenons pour terminer sur l'organisation de Force Grise. Vous souhaitez en parler? Comment est-ce que vous êtes organisé? En tant qu'une structure légale, la Force Grise d'EPES, à l'instar de notre parti politique l'UDPS, est organisée... Vous dites Force Grise d'EPES? Exactement. D'EPES, c'est quoi d'EPES? D comme démocratie, P comme progrès, S comme social. C'est comme l'UDPS? Exact. Ah. Voilà, donc à l'instar de notre parti politique, l'UDPS, la force grise d'EPES, elle est organisée sur un ensemble d'un arsenal juridique qui comprend essentiellement 6 lois qui nous régissent, qui portent essentiellement sur les fonctionnements, l'organisation ainsi que la gestion quotidienne de notre structure. Vous avez la Constitution congolaise, puisque je vous ai dit que nous sommes une structure des droits congolais. Donc il est logique que nous soyons régis par la Constitution congolaise, celle du 18 décembre 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. Le deuxième instrument juridique qui régit la force grise d'EPES, c'est la loi numéro 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif ainsi qu'aux mouvements associatifs. Ça, ce sont des instruments juridiques que je pourrais dire externes à la force grise d'EPES. Et de façon interne, nous sommes régis, étant de l'UDPS, par les statuts de l'UDPS. Ensuite, par les statuts de la force grise qui ont été jugés compatibles à la Constitution ainsi qu'aux autres lois de la République. Et à côté de ces statuts, il y a également les règlements intérieurs de la force grise d'EPES qui a été notarié par les autorités compétentes. Donc c'est cet arsenal juridique des 5 instruments juridiques des droits congolais qui régissent notre fonctionnement. Et en termes d'organes, nous sommes organisés en 4 organes. Il y a l'Assemblée générale qui se trouve être
l'organe suprême au niveau de la force grise d'épaisse, il y a deux types d'assemblée générale. Il y a l'assemblée générale ordinaire ainsi que l'assemblée générale extraordinaire. Ensuite, il y a les comités directeurs. Les comités directeurs comprennent 7 membres. Le comité directeur a pour compétence de pouvoir gérer au quotidien la structure force grise. Il comprend 7 membres, un président. Actuellement, c'est le camarade Fleury Mapamboli qui en assure ses fonctions. Et ensuite, il y a la parité au niveau de la force grise d'épaisse, puisque la vice-présidente se trouve être une dame, Madame Mireille Mouilare. Ensuite, il y a un secrétaire général qui gère au quotidien la force grise d'épaisse. Il y a un trésorier général et une trésorière générale adjointe du nom de Madame Karine Kadima. C'est toujours la parité au niveau de la force grise. Et puis un porte-parole qui fait office des rapporteurs dans notre structure. Ça, c'est la deuxième structure du parti. À côté de cet organe, il y a également le troisième organe. Du parti ou de la force grise. Oui. Il y a également les collèges des fondateurs. Ces collèges des fondateurs comprennent les camarades qui étaient présents lors de la matérialisation de l'idée force grise. Parmi eux, il y a aussi les camarades Ted Belechai, Kassanda, qui se trouvent être les secrétaires exécutifs de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et le dernier organe de la force grise, c'est la commission de discipline. Donc, en dehors de ces 4 organes, la force grise d'EPS, à travers ses statuts, a donné le pouvoir au président de notre structure, à travers les comités, de pouvoir créer ce qu'on appelle des commissions thématiques spécialisées. Parmi ces commissions thématiques spécialisées, qui se trouvent au nombre de 8, il y a la PAJ, dont j'en suis le président, et d'autres commissions thématiques telles que l'ECOFIN, la commission des recrutements, et ainsi de suite. Je vous remercie, M. Toussaint Mangala. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis ravi d'avoir été sur votre plateau. Merci aussi, madame, monsieur. Vous nous suivez de partout. À très bientôt et au revoir.